Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà une nouvelle figure ce soir pour vous présenter le kiosque avec deux vétérans. Tout de suite. Monsieur Marajo et Monsieur Gallion. Alors je suis. Merci pour le vétéran. Hein, Oui, ben vous êtes voilà. On ça vous me fait connaît. moins mal, ça me fait moins mal. Oui, ça fait moins mal et j'ai pas parlé de vieux. Hein. Je sais qu'il y a des polémiques vieux-jeunes dans notre pays, mais enfin, je n'ai pas parlé de ça. Voilà, je vous présente donc le kiosque en compagnie de Monsieur Marajo et de Monsieur Gallion, que vous connaissez autre part. Et au sommaire, nous avons donc systématique pressentie. Tout le monde n'est pas d'accord pour débattre de certaines d'entre elles, mais on verra. Alors, je vous les énumère. La grogne à Sainte-Anne contre l'augmentation de la taxe d'habitation, la grève des pompiers, donc les difficultés financières du SDIS, le bilan du carnaval, le début du carême le mercredi décembre, dont M. Gallion dit qu'il s'en fout. Jules Contat, président provisoire de Haïti. Vous avez proposé le remaniement du gouvernement Valls 3. Et puis, moi, je vous proposais qu'on parle aussi un petit peu de la démission de Taubira. Ça a quand même fait coller assez d'encre. On en a déjà parlé, j'arrive. Ah, vous étiez là? Eh oui, on a parlé de ça. Donc moi, j'étais là, j'étais pas ici, donc j'arrive, je débarque, mais c'est dommage, j'ai pas écouté, mais enfin, on pourra peut-être en dire un petit mot aussi. D'accord? Alors, donc on commence par une grogne à Sainte-Anne contre l'augmentation de la taxe d'habitation. Vous vous lancez, c'est pas forcément très intéressant, mais oui, non, c'est un débat citoyen. Non, je pense que c'est le symbole de ce qui ne va pas en matière de gestion financière des collectivités. On a eu, rappelez-vous, hein, ce n'est pas le premier cas. On a eu, alors c'est probablement le premier cas d'une grogne organisée, mais ce n'est pas le premier cas d'augmentation sévère des impôts locaux par une collectivité locale depuis 2014. L'exemple le plus médiatisé, ça a été le diamant. Est-ce que le maire a été contraint, puisque sa commune a été placée sous tutelle, a été contraint d'accepter, en fait, il ne pouvait pas faire autrement, le plan de rééquilibrage financier de sa ville qui lui a été imposé par le préfet. Avec une augmentation substantielle des impôts. Donc ce n'est que le début, parce qu'il faut quand même rappeler que, allez, Gabriel va probablement me corriger, mais il y a de très fortes chances que 34 des 34 communes de la Martinique soient en situation financière catastrophique. Alors il y en a qui sont plus en danger que d'autres. Le danger, c'est quoi? C'est d'être placé sous tutelle et de voir ces décisions administratives régentées par le préfet. Alors pour certains hommes politiques, c'est l'humiliation la plus totale. Il ne s'agit pas d'humiliation, surtout quand on est un nouveau maire et qu'on hérite d'une situation qui s'est délitée depuis des années. Mais très clairement, aujourd'hui, je ne pense pas que des maires soient responsables totalement. Ils sont probablement responsables en partie pour ceux qui étaient là sur des mandats précédents, mais ce sont eux qui décident de l'augmentation? Oui, ce sont eux, mais le retrait progressif de l'État en matière d'aide directe, les aides directes de l'État pèsent en moyenne en Martinique entre 30 et 40%. Mais le deuxième facteur de mise en danger financière des villes, c'est le fait que ces villes dépendent de l'octroi de mer. Une petite ville, une petite commune comme Grand-Rivière dépend à 75% de l'octroi de mer. Vous imaginez une baisse des importations qui est consécutive, par exemple, à une baisse de la consommation des Martiniquais, ça plombe directement un budget communal. Il est largement temps que les élus martiniquais disent au gouvernement français... diversifier aussi les sources de financement. C'est pas tellement ça, c'est que nous sommes victimes d'une injustice administrative et fiscale. Nous sommes dans les DOM, les seuls, à être directement impactés par une composition budgétaire qui est liée à un impôt sur la consommation. Je veux dire,
quand vous êtes dans la Creuse ou quand vous êtes en Normandie, votre budget communal ne dépend pas de la consommation des habitants de votre département. Et ça, c'est une véritable injustice. Mais à Alors, part les impôts locaux, les communes vivent de quelle... il y a trois sources. Il y a trois sources. Il y a les impôts locaux, oui. qui, bien évidemment, dans certaines communes, sont déjà largement au-delà de la moyenne. Il y a les dotations de l'État. Et puis, il y a, chez nous, une fiscalité directe. Là, en France, il n'y a que 2 ressources. Nous, on a des ressources de l'État beaucoup plus faibles que la moyenne nationale. Et en compensation, on a l'octroi de mer. Or, l'octroi de mer, la tendance, ça a été C'est plus aléatoire. C'est plus aléatoire. Alors, c'est pour Sainte-Anne, le collectif de contribuables qui s'oppose à la hausse de la fiscalité, le fait parce qu'on passe de 12,8% à 23,95% d'augmentation. Est-ce que cette mobilisation aura des conséquences ou va peut-être être aussi marquée être une première pour les autres communes ou les autres contribuables qui ont envie de faire de même? Parce que j'ai entendu des gens de cette marée dire aussi qu'ils vont se mobiliser, par exemple. Tout le monde veut se mobiliser, tout le monde veut contester. Bon, ceci étant, il faut savoir qui est derrière ce collectif de contribuables. D'accord. S'agit-il d'une manipulation politique? Une manipulation politique. On va s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'anciens supporters, voire d'anciens membres de l'ancienne majorité municipale. D'accord. 1. 2. Il y a eu un audit qui a été... C'est vérifié, ça? Oui. Ok. 2. Ici, il ose. Quand il ose, c'est que c'est vrai. 2. Il y a un audit qui a été organisé par l'actuel maire, Jean-Michel Gémieux, sur l'état financier de la commune. Et l'augmentation des impôts locaux, donc la taxe d'habitation en forme partie, il n'y a pas que ça. Mais cette augmentation brutale, entre guillemets, de la taxe d'habitation, est commandée par les conséquences de la lecture d'un rapport d'audit qui fait qu'il y a une situation financière à Sainte-Anne qui a été constatée un petit peu catastrophique, ce qui n'est pas une nouveauté à Sainte-Anne. Dans le passé, la Cour des comptes, la Chambre générale des comptes, a eu maintes fois à rappeler... Il y a une autre version. Il y a une version qui dit qu'au contraire, il y avait une sorte de matelas laissé par l'ancienne majorité. Tout le monde a un matelas, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Mais il faut bien Ce qui manque, c'est les sommiers. Voilà le problème. Voilà. Alors, on va vous mettre un matelas, les sommiers, ou alors ce sont des sommiers creux. Donc pour vous, c'est une action... Bon, il y a une intention politique là derrière? Il y a une vraie situation financière difficile pour la commune de Sainte-Anne. Pour toutes les communes, n'est-ce pas? Mais celle-ci, elle est particulièrement vivace puisqu'il y a un comité, un collectif qui s'est constitué. Et ce n'est pas la première fois que la commune de Sainte-Anne, elle, se trouve être sous les projecteurs de la Chambre générale des comptes, puisqu'il y a déjà eu un premier rapport et des premiers commandements à redresser les finances qui remontent à quelques années. Sainte-Anne n'était pas la seule commune, mais Sainte-Anne n'est pas la première à avoir eu un rapport de la Chambre générale des comptes. Récemment, il y a eu, avant de Diamant, qui récemment s'est fait rappeler à l'ordre, et qui a reçu une injonction d'augmenter ses recettes par la Chambre générale des comptes, il y a eu la commune de Casse-Pilote aussi. Donc, ce sont des communes qui aujourd'hui, et il l'a expliqué, qui sont dans une situation où, à défaut de pouvoir mettre en équilibre une balance recettes-dépenses, se trouvent obligées de le faire sous contrainte de l'État. Edith disait tout à l'heure que ce n'était pas la faute au maire, que c'était une situation qui était assez générale. Si on commence à dire que c'est la faute au maire, on ne va jamais s'en sortir. Non, parce que lorsqu'on parle c'est une forme de faillite, une forme de difficulté aussi, et puis que l'État se mêle, la commune se trouve sous tutelle. Vous a expliqué 3 sources de recettes. Oui, bien sûr, on a entendu. Oui. Taxe fiscale locale, dotation d'État et la fameuse fiscalité de l'octroi de mer. On ne va pas débattre sur l'octroi de mer. Dotation d'État. La dotation d'État, c'est une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement. Elle est calculée sur quoi? Elle est basée sur une base démographique. Et il y a un quotient qui est fixé. On va s'apercevoir que les communes de métropole ont un quotient démographique qui est X et la Martinique un autre. Conséquence, quand ça se traduit en chiffre réel, on va s'apercevoir que la dotation d'État pour les communes en métropole, je vais donner un chiffre au hasard, est de 51 € par habitant. Et quand on arrive à la Martinique, elle n'est plus que de 39. Donc il y a déjà un décalage.
la fiscalité de l'outre-mer vient compenser cet retard. Mais cette fiscalité outre-mer, elle n'est pas récente. Elle a des siècles d'existence. Ouais. Bon. On s'appuie sur les impôts locaux. L'impôt locaux s'appuie sur 3 éléments: taxe d'habitation, foncier, non bâti. Il n'y a pas qu'à de ces trois. Ça s'appuie, sur votre nombre d'habitants, sur la surface d'habitation, et ça s'appelle sur la valeur du foncier. Si votre valeur locative, qui elle est la base, on a beau multiplier par 80%, si la valeur locative est de 1, ça ne change rien, c'est toujours 1 mieux que multiplier 80%. Mais si la valeur locative, elle évolue, vous n'avez pas besoin d'augmenter les taux. Or, il se trouve que si la commune de Sainte-Anne est obligée de monter la taxe d'habitation, ça veut dire parce que la base de recettes n'est pas suffisamment forte et qu'il faut rééquilibrer les choses. Donc il faut remonter. On remonte à 20 et quelques %. Parce que la base locative, elle, qui est un petit peu la base, si vous avez 250 en base locative, et que de l'autre côté vous avez 125, vous n'avez pas besoin de monter à 30 ou 40% pour obtenir une base de 250. Mais donc on est sur des problématiques mathématiques et fiscales qui font que aujourd'hui, les citoyens de chaque commune, de toutes les communes de Martinique, vont souffrir au niveau des impôts parce que toutes les communes sont obligées, d'un jour ou l'autre, à augmenter leur base fiscale pour pouvoir compenser leurs dépenses, parce que, qu'on le veuille ou non, les communes sont obligées d'avoir un volet social important, parce que dans une commune, quand vous avez un taux de chômage qui dépasse 20%, il faut bien faire quelque chose. Mais vous pensez, il n'y a pas un risque que ça se généralise, ce type de mouvement-là? Il est déjà... Parce qu'on entend que la mairie ne reviendra pas sur sa décision d'augmenter. Oui, il faut quand même relativiser. Là, les impôts ont doublé, on va dire ça comme ça. Le taux a doublé. Le taux a été multiplié par 2. Oui. Mais en réalité, ça concerne... pourquoi il y a une mobilisation? Parce qu'il faut quand même rappeler les chiffres. L'impôt le plus progressif et le moins injuste, c'est l'impôt sur les revenus. Plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. En Martinique, il n'y a que 30% des Martiniquais qui sont imposables. Donc ça veut dire que 70% de la population ne paie pas d'impôt sur les revenus. Mais parmi les 30% imposables, il n'y a encore que 30% qui payent réellement de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire 9% de la population martiniquaise. Donc on ne peut pas baser, on va dire, des recettes fiscales sur l'impôt sur les revenus. Donc on les base sur autre chose. Or, la fameuse taxe d'habitation, elle ne dépend pas du revenu. Est-ce que vous habitez la commune ou pas? Est-ce que vous avez une maison ou pas? Si vous avez une maison, vous devez payer une taxe d'habitation. Voilà pourquoi il y a une espèce de mouvement. Non, mais les mêmes avaient toujours leur maison avant et payaient la moitié moins. Cet impôt. Ou ne payaient pas du tout. Ou ne payez pas du tout. Théoriquement, le nombre de... vous seriez surpris du nombre de gens qui sont exemptés de la taxe d'habitation ou qui ont des logements qui ne sont pas recensés. Or, qu'est-ce que les maires ont fait? Les nouveaux maires sont arrivés, on dit ça suffit cette situation. Il y a un devoir de solidarité et chaque personne doit payer quelque chose. Or, vous connaissez le rapport du Martiniquais à l'impôt. C'est pas un impôt seulement. C'est dès qu'il s'agit de payer. C'est un rapport conflictuel, on va dire ça comme ça. Oui, mais il y a une histoire derrière, on ne va pas revenir là-dessus. on va passer... donc, vous voulez ajouter quelque chose, M. Galion? Non, là-dessus, je crois que ça va généraliser, ça peut toujours généraliser. Mais je crois que il est vrai que le mécontentement grandit. Non, mais le mécontentement, c'est une chose, il est légitime. Au-delà de la manipulation politique qui est derrière. Le mécontentement peut être légitime, mais il y a un moment, la réalité, elle nous saute au visage et elle est incontournable. Vous ne pouvez pas avoir des communes qui continuent à avoir les mêmes services exigés, demandés, espérés par les citoyens et ne pas avoir un élargissement, une augmentation de sa base fiscale pour pouvoir supporter les charges qui impliquent les devoirs qu'on lui demande. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut quand même dire aux Martiniquais ce qui va se passer. C'est qu'ils n'ont pas fini de voir les impôts augmenter. Non pas chaque impôt, mais le nombre d'impôts augmenter. Il y a une fiscalité nouvelle qui va arriver. C'est une fiscalité des communautés d'agglomération, notamment la communauté d'agglomération du Nord n'a pas encore sorti tout l'arsenal fiscal. Les syndicats, les syndicats intercommunaux, il y a bientôt un syndicat des eaux unique, il y a un syndicat du traitement des ordures, tout ça, ça va augmenter. Les gens ont l'impression que on leur prend de plus en plus. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas ceux qui leur prennent de plus en plus qui sont les plus méchants.
c'est ceux à qui ils donnent de plus en plus, sans s'en apercevoir. En clair, quand on regarde le budget, parce que c'est ça qui est intéressant, les gens n'en peuvent plus parce que leur budget ne peut plus faire face. Ils ne peuvent plus faire face aux dépenses. Mais quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez dans votre budget qui explose autant? Eh bien, quand on regarde les enquêtes INSEE sur la consommation, on s'aperçoit que le budget lié aux loisirs et à la télécommunication a été multiplié par 10. Donc les gens vont commencer à se poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des forfaits téléphoniques aussi élevés? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir autant de temps ou d'abonnement sur, etc. C'est-à-dire que on en vient à des choix stratégiques. Mais ce que je voulais dire en finale sur cette histoire, c'est que les communes, et on n'en a pas parlé, ont servi, et Gabrielle l'a suggéré, ont servi de soupape sociale pendant des décennies. Et elles payent aujourd'hui la problématique du financement en matière de fonctionnement de l'ensemble des salariés qu'elles ont. Et le mouvement social des salariés a fait exploser, de manière légitime, bien évidemment, le budget de fonctionnement parce qu'ils sont passés d'un statut précaire à un statut de fonctionnaire territorial. Donc, elles ont vu leur... Parce qu'il reste de gros employeurs. Oui, les mairies sont les principaux employeurs de Martinique. Et puis, un salaire qui était à 1000 est passé à 1400, avec les 40%. Oui, c'est ça. OK. Bon, alors, le temps presse. Est-ce qu'on s'occupe un peu de la grève des pompiers, ça vous dit, le SDIS? Parce que ça fait partie du programme. Je crois que c'est lié. Oui, c'est lié. C'est lié. Mais ce sont aussi des problématiques financières. C'est complètement lié. D'accord. Le budget du SDIS, c'est 25 millions d'euros. Budget de fonctionnement, 25 millions d'euros. Contribution des communes, 34 communes, 10 millions d'euros. Contribution de l'ex-conseil général, aujourd'hui CTM, 15 millions d'euros. La dette des communes, 7 millions d'euros. Dette cumulée, 7 millions d'euros. Au 31 janvier, dans la caisse du SDIS, il n'y avait que 700 000 euros. Les salaires, 5,5 millions par mois. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. D'accord. Donc on débloque une somme de quoi? 1,25 million d'euros. On essaie de faire rentrer l'argent. On paye janvier, mais on ne sait pas encore comment. Il y aura des avances. Il y aura des avances. La part de la CTM va rentrer, il y aura des avances. L'État qui ne participe pas au budget de fonctionnement, mais a participé à l'investissement, parce que l'investissement, notamment la construction de casernes, l'État a déjà fait des avances sur la subvention qu'elle accordait aux EDIS. Elle a fait une entrée de 1 million et quelques, elle va certainement rentrer un peu plus d'argent. Donc il y aura de l'argent pour payer les salaires. Le vrai problème, c'est la contribution des communes. Il y a des communes qui, en réalité, c'est toujours le même problème, c'est comme les impôts locaux, on calcule au prorata de population et au poids de la population à partir d'un quotient. Il se trouve que le plus gros contributeur, c'est Fort-de-France. Or, Fort-de-France avait un quotient de contribution au SDIS qui était supérieur à la moyenne nationale qui est de 57 euros par habitant, la moyenne, quotient national de commune au SDIS, moyenne nationale 57 euros, Fort-de-France était à 60 euros. Le département 37 euros. Donc Fort-de-France, la ville de Fort-de-France, financièrement, mathématiquement, payait beaucoup plus que plus de la moitié des autres communes de la Martinique. Alors, il fallait un peu équilibrer les choses. Donc, les choses sont rééquilibrées. Fort-de-France contribue un peu moins que ce qu'il contribuait il y a 3 ans. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une dette et qu'aujourd'hui, on essaie de régulariser cette dette. Il y a un étalement qui est fait là-dessus, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il se trouve que les dotations aux communes, les dotations d'État, fonctionnement et équipement dont on a parlé tout à l'heure, elles ne sont versées dans les caisses des communes qu'à partir du mois de mars. D'accord. Ouais. Donc, automatiquement, il y aura un décalage bancaire. Est-ce que c'est tellement propre à la Martinique? J'ai cru comprendre que c'est aussi sur le territoire national, tous ces... Il y a toujours les problèmes. Ils sont les problèmes financiers. Financièrement, ils ne sont pas aussi... Mais aussi un problème de moyens. Ici, c'est plus aigu par rapport à la taille et à la capacité des communes à pouvoir anticiper leurs recettes. En France, ici, c'est difficile. En France, c'est dramatique. C'est dramatique pour des raisons de taille des communes. La moyenne de la population par commune, ce qu'on appelle des communes, là où il y a une mairie,
c'est pas très élevé. En fait, ici, nous avons des villes par rapport aux communes françaises. Certaines. Où vous avez Grand-Rivière, qui est la plus petite, est très, très grosse par rapport à une petite commune là-bas. Oui, certes. Voilà, donc vous imaginez bien qu'on est dans un pays dont la devise c'est liberté, égalité, fraternité. La notion d'égalité vaut pour l'ensemble des communes de notre territoire rural français. Et vous imaginez bien que ces petites villes de moins de 500 habitants n'ont aucun moyen financier pour contribuer à la présence de services de lutte contre les incendies dans leur ville. Et en plus, elles sont réparties de manière très diffuse sur un territoire. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans les départements français. Oui, mais à ce moment-là, j'ai vu que ce sont des instances des services qui sont placés sous l'autorité des maires ou du préfet. Ça veut dire que l'État peut intervenir. Dans les communes rurales, c'est le préfet qui prend le relais. C'est le préfet, Tout simplement parce que les communes n'ont pas de ressources financières. Et ici, le qualificatif de commune rurale, il faudrait l'étendre à 32 communes. Il faudrait l'étendre à 32 communes. Ben mais oui. alors, on est en faillite à tous les niveaux, sur tous les plans. Il y a longtemps qu'on est en faillite. Mais mais là, du coup, ce ne sont plus les communes de Martinique qui sont défavorisées par le système de financement en question. Ce sont du coup les communes du territoire national. Donc il y a quelque chose à. Donc elles bénéficient de manière plus étendue de la solidarité nationale. Mais vous savez, je pense que c'est important des émissions comme ça pour que les gens comprennent. Il faut expliquer davantage. Oui, que les gens comprennent que. Et le vrai débat, il est là, parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont nous dire « Ah oui, mais c'est un débat sur le statut, c'est un débat politique. » Non, parce que... Oui, mais quand on va plus loin, la question c'est qui paye ? Absolument. Qui paye ? Par exemple, notre électricité, on n'en parle pas, mais ça va venir au bout d'un moment. Parce que c'est les communes qui sont responsables de l'équipement du réseau électrique à travers le syndicat qui s'appelle SMEN. Et dans la tête d'un certain nombre d'élus, ils nous disent, mais non, mais c'est l'État, c'est EDF. Non. Là aussi, il va falloir payer. C'était plus confortable d'être maire avant que maintenant. Je ne sais pas si ça a jamais été confortable. C'est plus confortable, mais il n'y a pas de responsabilité, parce que tous les projets communaux dépendaient du bon vouloir du préfet. Donc nos maires deviendront de vrais petits hommes d'État, enfin de responsables. C'est pas très mal. Il y a une loi de décentralisation qui est intervenue en 82, qui institue le principe de la libre gestion des collectivités par leurs élus. Et cette libre gestion des collectivités implique un certain nombre de paramètres et de devoirs qu'il fallait maîtriser. Et parmi les premiers paramètres à maîtriser, c'était les finances. Avant, le maire ne pouvait pas faire n'importe quelle dépense parce que quand le dossier arrivait sur le bureau du préfet, le préfet mettait un veto dessus. C'est ainsi que pendant des années, pour rester à la Martinique, on pouvait voir que un certain nombre de communes qui n'étaient pas dans les fauches collines de la majorité gouvernementale d'époque n'avançaient pas beaucoup parce que le préfet mettait un veto. Maintenant, c'est l'exploitation, vous faites, mais vous financez. Et bien, vous financez, vous vous débrouillez pour trouver les financements. Voilà. Mais le problème, c'est que les financements, il faut aller les chercher. Et quand des fois, on trouve la bonne porte pour aller les chercher, quand on frappe, on ouvre, on dit, mais vous n'avez pas de garantie, monsieur le maire. C'est pour ça que, en fait, les fameux débats politiques, j'allais dire idéologiques, s'arrêtent juste après la campagne électorale. En fait, juste après le vote. Parce que, par exemple, sur la CTM là, on a de vraies problématiques, quelle que soit la personne qui ait pu gagner. Il y a de vraies problématiques de ressources financières, de vraies problématiques de projets d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant, c'est pas pendant la campagne, c'est maintenant. C'est comment les élus nouveaux vont pouvoir mettre les choses en place. Et c'est une vraie réflexion et ça devient intéressant. Et on a besoin de beaucoup de techniciens alors à ce moment-là. On a surtout besoin de beaucoup de techniciens. Parce que entre le discours politique et la réalité, il y a un fossé. Bien sûr. Mais ça, c'est que l'électeur qui vous a élu, il vous a élu dans un but bien précis. Et quand vous arrivez et que son but, lui, ne correspond pas à ce que vous êtes obligé de faire, il y a un souci. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça s'appelle la responsabilité citoyenne. Ça, c'est pas nouveau. Si on peut faire suivre les moyens, eh bien, on colle le discours aux pratiques. Vous connaissez quelqu'un qui a gagné en disant la vérité? Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que si ça marche comme ça, c'est que le système l'autorise et le permet, et que c'est une tradition, etc. Mais non, on va pas... Il y a le système, il y a ce que l'électeur a envie d'entendre. Oui, mais l'électeur, il ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Non, l'électeur, il ne s'est pas fait tout seul. Mais il s'en souvient. Il s'en souvient, et puis il ne s'est pas fait tout seul. Alors, on passe au bilan du carnaval.
Est-ce bien raisonnable? Oui, vite, on va passer vite parce qu'il y a quand même, Il y a quand même une il y a quand même actualité, à là. parler de, voilà, il y a quand même à parler du changement du remaniement et puis peut-être de Haïti. C'est précieux ça, Ah oui, très parler précieux. d'Haïti. Donc sur le carnaval, je pense qu'il faut quand même rendre hommage à tous ceux qui travaillent pour que les gens puissent s'amuser. Je pense que c'est important. J'entendais les C'est chiffres. une industrie maintenant. Mais pas tant sur les soirées. Moi, je reviens Non, du à la carnaval partie même. Oui, oui. l'événement culturel que constitue le carnaval, l'événement touristique que constitue le carnaval. De plus en plus de touristes, et cette année encore plus que d'habitude, tout simplement parce que le nombre d'arrivées a été assez spectaculaire par rapport aux années précédentes. Donc beaucoup plus de touristes ont pu profiter de l'événement culturel. Et je pense que c'est important dans ce pays que cet événement culturel qui est quand même central, à la fois dans sa fonction de défoulement, on va dire ça comme ça, d'exutoire, et puis dans sa fonction de racine, puisque des événements identiques qui se répètent chaque année, je pense que chaque peuple a besoin de ces racines-là, et je pense que c'est important qu'il puisse se passer de la manière la plus agréable possible, la plus performante possible, grâce justement à ces centaines de personnes qui encadrent, qui gèrent, Mais qui font que les choses se mobilisation. passent bien. J'ai entendu que la mobilisation est très, très forte. Alors, police nationale, municipale, agents de sécurité, agents de médiation, secouristes, pompiers. Plusieurs centaines de personnes. Des centaines de personnes, plus les employés municipaux. Donc, sur la ville de Fort-de-France, j'ai entendu qu'il y a eu 258 000 visiteurs et carnavaliers, etc. Mais je me posais la question de savoir si c'était pas un carnaval de plus. Il est à une échelle un petit peu plus grande, mais c'est un carnaval de plus. J'ai l'impression qu'on danse toute l'année, qu'on se défoule toute l'année, non? Attention, Bon. attention. Attention. Ah, vous ne voulez pas faire de politique. Vous êtes dans l'actualité, bien sûr. Non, il y a autre chose. Non, et attendez. Il y a un aspect que je voulais. Il y a sur, On sur est au ces carnaval chiffres-là. en état d'urgence. Hein? Au carnaval en état d'urgence, n'est-ce pas? Oui, mais le Ça dérange carnaval, quelqu'un? On n'est pas dans... Non, non, je vous dis ça. Mais parce qu'on est en état d'urgence, qu'il fallait autant de secouristes, C'est ça. autant de pompiers, Ben, autant de monsieur, policiers, autant de justement, gendarmes. oui. C'est un carnaval qui, comme celui de l'année dernière, à la sortie, il n'y a pas eu de drame. Il y a eu quelques petites bagarres certainement, mais ça n'a pas défrayé, ça n'a pas dérangé le carnaval. Parce qu'il y a un système de sécurité qui est mis en amont et très en amont de l'entrée de la ville, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un carnaval où, quand vous vous baladez dans les rues de Fort-de-France et vous regardez les vidéos, beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de poussettes. Ouais. Et peut-être là, il y a les parents ont peut-être une part de responsabilité, parce que quand vous avez les gamins qui ont à peine 5 mois, qui sont dans une poussette au milieu du carnaval, avec la sono qu'il y a, le pauvre enfant, je ne sais pas comment il va pouvoir entendre plus tard. Bon, j'ai vu une enfant qui était un peu plus, qui avait plusieurs mois quand même, qui était peut-être 2 ans, mais dans une poussette, à un moment, l'enfant se bouchait les oreilles. Mais si les parents amènent les poussettes, c'est parce que leurs enfants Ils se sentent en sécurité. se sentent en sécurité. Oui, oui, bien sûr. Ce qui n'était pas aussi évident il y a une quinzaine d'années. Ah, moins que ça, je crois. Non, je vais jusque-là. Une quinzaine d'années? Enfin, moi, j'ai fait les Il y a années. les derniers carnavals qui ont, Les années ont 90. dégénéré. Il y Ah oui? il y en a un, c'était en 2003. 2003, le lundi gras, il y a eu gaz lacrymogène, il y a eu une bagarre sur la savane, parce que la savane était encore accessible à un certain type de groupe, à un certain type d'individus. Bon, mais depuis ces événements, la ville de Fort-de-France a enfin compris qu'il fallait peut-être sécuriser un peu plus le périmètre du encadrer, carnaval. d'accord. Et aujourd'hui, on a un carnaval où tout le monde y va, D'accord. où il y a des groupes, on se permet même d'avoir des charrois. Mais est-ce que Extraordinaire, ça. justement, alors c'est cette histoire des Chawa, l'année dernière c'était quoi, Kassav, et cette année c'était Tabou-Kombo. Oui. Il y a quand même une polémique assez... Non, on ne va pas autour entrer dans de la ça. polémique. Là. Ça, Non, on n'entre pas ce dedans. sont les Mais églises. c'est ça, voilà. Parce Mais, que les gens qui étaient derrière le charrois, excusez-moi, ils battaient les grilles. ils ont pris leur pied, on Bien, sait. merci. Mais alors, Mais qu'est-ce pas que pour c'est personne. Mais c'est un retour. C'est un retour. retour. Moi, j'ai fait les carnavals. il y avait cette Mais bien tradition sûr, dans les bien années sûr. 80. Tout le sûr. carnaval, il y avait des chars Avec jusqu'au des Mardi orchestres. Gras. Avec des orchestres. Mais Ouais. on s'est plaint justement de ne plus avoir ce système. ils reviennent. Ah, Ils ben, ils reviennent, voilà. Ils reviennent, mais peut-être qu'ils coûtent très très cher, non? Oh, tant qu'il y en a- Non, parce qu'on parlait, qu'il y en a qu'un on seul. parlait de communes endettées. Non, mais tant qu'il n'y en a qu'un seul. Tant qu'il n'y a qu'un seul, à ce coup-là, ben, je ne sais pas Quand il y en si aura c'est- d'autres, ça va baisser. alors, Les prix vont baisser. Bon. Est-ce que On va les mettre en ces concurrence. chars-là, ils coûtent 1 centime public?
Il n'y a pas d'argent public dedans. Mais qu'est-ce qui paye? Les sponsors privés. Les sponsors? Oui, Voilà. sponsors D'accord. privés. Mais comme nous, quand même, on Et aime pourquoi bien nous parler, respectons, on aime bien nous entrer dans les histoires polémiques, Oui. ça passe un centime public. D'accord. Donc les communes peuvent être endettées et avoir faire des grands charois. Il n'y a pas de souci. Les communes ne font pas, elles ne Il paient y a un pas. chiffre, il y a un chiffre qu'il Non, faut. mais elles payent. Il y a un Elles chiffre, Les communes ne organisent. paient pas. Elles organisent. Non, mais elles payent leur contribution à l'organisation du travail Oui. sur Bien le sûr, territoire, oui. bien sûr. ça coûte. Oui, Mais oui, ça, coûte. bien, on n'est pas failli. Mais C'est comme le tour des halls. Voilà. Il y a un chiffre qu'il faut donner. Parce que c'est vrai qu'on est dans une polémique permanente et on a ce réflexe-là. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est les villes, c'est le public qui mène l'économie. » Bon, c'est faux. C'est faux. oui, c'est C'est important. L'investissement public est important, ça c'est clair. Par contre, l'économie martiniquaise tourne de manière importante, sans une intervention directe des collectivités. On vient de dire que les collectivités payent essentiellement, en fait, leur budget est majoritairement destiné au paiement des coûts de fonctionnement, c'est-à-dire essentiellement les salaires. Parfois, ça monte jusqu'à 70% du budget d'une commune. Donc, en clair, elle distribue des salaires. Grâce à ça, effectivement, ça fait tourner l'économie. Mais l'investissement, ça, c'est autre chose. Et l'investissement privé a pris le relais de l'investissement public. non, mais elles Et vont chercher aujourd'hui, l'argent quelque part. Les collectivités, les communes, elles ont Pas cherché tant- aussi non. dans les collectivités. Non, mais les on collectivités vient- jouent un rôle important. non, mais On quelle vient- collectivité On Quelle vient collectivité de faire une démonstration sur Bah, le problème des écoutez, communes. écoutez. là. Bon, on ne va pas Ce polémiquer qu'il faut, là-dessus. ce qu'il Mais faut il y a- dire, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que aujourd'hui, la grande masse de l'économie, c'est lié au privé. C'est pas lié aux communes. À l'époque, oui. À l'époque, oui, mais c'est fini depuis très longtemps. Ah, mais comme je connais, Et il l'argent- introduit subrepticement un autre débat, Oui, mais alors je on va sais. pas l'éveiller. Non, je sais. Parce que, bon, non, ça va, il dit. Non, on va pas- Là, il a levé, il a glissé quelque chose là-dessus. On va vite arrêter. on vous sait très Il ne subtil. peut avoir d'investissement, quel que soit le qualificatif, sans l'un, sans l'autre. Voilà. Absolument. Ouais, on va dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les bois-bois? C'était quand même le clou du carnaval. Alors, chaque commune a Vous son ne l'avez petit- pas reconnu alors Non, chaque commune a son petit bois-bois, mais j'ai trouvé qu'on était très hypocrite cette année et qu'on a fait beaucoup semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Alors, mais pourquoi le bois-bois n'a pas été? Et puis, pourquoi chaque commune fait son Gabriel, bois-bois? est-ce que tu peux nous dire qui c'était ce bois-bois? Non, mais on a vu, on sait. Arrogant. Hein? C'est arrogant, là, on va voir. C'est ça. arrogant. c'est pas ça. Donc on a illustré quelque chose de... Non, mais oui, attendez. mais il y avait une petite plaque Celui au pied du celui de Vaval. cette année, l'année dernière, c'était quoi? On ne se souvient plus. Celui d'avant, on ne se souvient plus. Ça fait des années qu'il y a un bois-bois qui n'a aucun sens. Qui n'a plus, en plus, enfin, ok. mais celui-ci, il avait quelque chose, une plaque à poser. Il avait qui une plaque comme disait- celui de l'année qui dernière disait- aussi, comme celui d'avant. Heureusement qu'ils ont Mais une plaque qui explique qu'est-ce qu'il représente, parce qu'on ne D'accord. comprend rien. On On a un truc qui informe, laid, qui doit être, c'est sa nature, doit être laid, mais on ne comprend rien. Mais Alors, je ne suis pas ceci d'accord. étant, Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un discours qui est T'as été construit. belle T'as Ouais, la- ouais. Non, On mais comprenait c'est rien. construit. Mais il y avait des il n'était indices. même pas laid. Si, il y avait des Il n'était indices. même pas. On Il avait, n'était même pas laid. on avait les Excellent. indices qu'il fallait pour savoir qui c'était. Le Bon. problème, c'est pourquoi, Chacun voulait voir ce pourquoi qu'il on avait était de si voir. frileux de le désigner directement Mais il ou de désignait nommer. Parce que c'était écrit sur le bois, Ouais, il on savait qui désignait qui? c'était. Mais on a eu besoin d'écrire pour que, voilà, pour C'était qu'on le sache monsieur qui arrogant. c'était. Le monsieur arrogant, c'est tout le monde. D'accord, non, mais ça c'est un discours pour les ignares. Nous, on n'est pas d'accord, on ne marche pas là-dedans. On savait qui était. mais pourquoi on ne l'a qu'est-ce pas que vous dit? avez lu sur Pourquoi la on l'a place pas Qu'est-ce dit? qu'on a- Qu'est-ce que vous avez lu? Non, parce que je refuse de répondre à vos questions hypocrites. Alors, Des questions hypocrites. allons continuer. Allons nous, continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Allons-y. On a une demi-heure encore. Alors, le début du carême. Je sais que Gabriel ne Gabriel, voulait pas en parler, mais le début du carême, alors, est-ce qu'on en dit deux mots quand même? Parce que, voilà. Il y a une polémique, Il là. est venu interférer dans le troisième jour le jour des cendres, de mercredi des cendres, que les esclaves âgés avaient gagné sur l'ensemble du carnaval. C'est une conquête historique. Mais D'accord. quand vous dites « il Parlez de qui? », c'est à qui? Qui- Parlez de qui?
Je parle de qui? Comment ça, je parle de qui? Il est venu interférer sur la Ah, conquête vous des parlez du esclaves. carême. Vous parlez du carême. Je parle du mercredi des Cendres. Ah, je croyais que vous parliez de M. Macaire. Oui, on m'a dit que M. Macaire, qui est un entrepreneur religieux très actif. On vous a dit entrepreneur. Non, on ne m'a pas dit. C'est parti, à mon avis, cette émission Oula. fera date. Oula. L'entrepreneur religieux. Oui, l'entrepreneur Oui, religieux. mais il y a des entrepreneurs Là, c'est en très toutes fort. sortes de choses, en loisirs, en Cette en émission religion. sera date. Voilà, Alors, en il semblerait que communication. Monseigneur Macaire, on donne Il son titre, renoue avec une tradition. qui D'accord? était celle de faire le choix entre vous courez le carnaval ou vous venez à la messe. En fait, c'est ça. Hein. Donc, il ne s'agit plus maintenant de faire la messe le jeudi, c'était ça la tradition, ou le vendredi, Non, mais, mais de faire la messe le mercredi décembre. Déjà, le mot tradition m'énerve. Car il ne s'agit pas d'une tradition de faire la messe des cendres le jeudi. C'est une exception. C'était une exception accordée par le Vatican à la demande de l'archevêque de Fort-de-France et de Saint-Pierre de l'époque, enfin le précédent, Michel Méranville, qui a décalé l'imposition des cendres du mercredi au jeudi. Parce qu'il avait estimé que faire cette cérémonie qui est dans le calendrier catholique, bon, le mercredi des cendres, alors carnaval l'après-midi, beaucoup de gens confondaient cendres du matin et carnaval le soir, l'après-midi. Donc le Vatican lui a Mais accordé. c'est une culture. Pourquoi vous dites ça? Personne n'a contesté le carnaval du mercredi des cendres. Ouais. Simplement, c'est que l'évêque estimait que ceux qui venaient à l'église le mercredi matin prendre les cendres ne pouvaient pas confondre cendres le matin et carnaval l'après-midi. En clair, il y avait beaucoup qui venaient à l'église le mercredi matin déguisés. Bon, donc il fallait marquer une séparation. D'accord. Mais j'aime beaucoup nous entendre parler de syncrétisme. Mais ça, c'est une forme de Monseigneur syncrétisme. Macaire, que vous qualifiez d'entrepreneur religieux. C'est un entrepreneur religieux. Non? C'est pas ça. C'est pas vrai? Moi qui suis pas. On va l'inviter Moi dans qui cette suis laïque émission. total. Oui, invitez-le. Et pas du tout religieux. Bon, Bouglan est en fonction. Il décide de sursoir à cette date fixe. Non, du mais jeudi. il s'est bien expliqué là-dessus. Bon. Je crois qu'on comprend. C'est pas sur ça qu'on va En fait, parler. il appelle, j'imagine qu'il appelle chacun de ses fidèles à leur prise de conscience. Si tu vas prendre tes cendres le matin, ne viens pas à l'église déguisée alors que tu vas faire le carnaval l'après-midi. Ouais. Et ce n'est pas parce que tu prends tes cendres le matin. Il a proposé mieux. À ceux qui ne veulent pas venir le mercredi, qu'ils viennent le vendredi ou le dimanche. C'est qu'en fait, et il a ouvert le truc. Bon. Oui, c'est ça. Mais il a fait ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques... On va rester poli. Il y a quelques fidèles. Infidèles. Fidèles. Fidèles. Qui ont dit, il faut qu'on reprenne nos cendres le mercredi des cendres, Monseigneur. Mais oui. Donc il a fait ça. Mais il n'a pas imposé à toutes les églises de faire ça le mercredi des cendres. Non, non. Il a même Il y a une forme de libéralité là-dedans. Non, mais bien sûr. Donc, je ne vois pas où est le débat. Moi, je parlais d'un entrepreneur dans la mesure où, effectivement, tout l'espace public, laïque, est aujourd'hui voilà, très fréquenté et amalgamé avec l'espace religieux. Et ça, c'est un débat qu'on a chez nous, un débat de fond. Et il faut on ne va pas le traiter ce soir, mais c'est un débat de fond. Non, parce que c'est vrai que... Il faut tout le calendrier républicain dans ces cas-là. Hein. Non, il faut aussi repenser la radio le dimanche et le samedi matin. Il faut repenser la façon de penser aussi. On n'a pas fini. Oui, mais bon... Alors, on est société française, franco-française, on veut être dans la France, on veut avoir, etc. Et puis, il y a des fonctionnements qui sont laïques. Et il y a des fonctionnements qui sont laïques. Et heureusement qu'il y a des fonctionnements pour lesquels, oui, mais pour lesquels nous sommes vraiment, auxquels nous sommes réfractaires, parce que nous avons ici un fonctionnement qui est très à nous, et qui fait. Non, c'est une analyse. Pourquoi vous me dites une opinion? Je fais la différence entre l'analyse et l'opinion. Je crois que c'est une analyse. Des fois, la frontière un peu fragile. Non, ça dépend comment vous l'abordez. Mais moi, je crois que c'est une analyse. Alors, non, moi, je pense qu'il faut aller quand même. Restons là, puisqu'on va. Un petit moment. Ah bon, oui. Ah d'accord, tu ouvres le chantier. Un petit coup de yeux. Non, je n'ouvre pas le chantier. Je dis la chose suivante. Il faut quand même reconnaître que la fonction religieuse dans notre société va au-delà du débat d'idées ou du débat philosophique. Elle a une fonction, et moi j'aime bien insister dessus, une fonction sociale qui est centrale. Et au même titre, alors là c'est juste pour embêter un peu mon ami Gabriel, au même titre que la télévision.
parfois je me dis, je compte le nombre de séries en télévision qui sont diffusées l'après-midi ou le week-end. Et je me dis, s'il n'y avait pas ces séries-là, où seraient les gens qui sont devant la télévision? Mais c'est juste pour la boutade. Et je me dis que la fonction sociale des religions de manière générale dans les Antilles, dans la Caraïbe, est fondamentale parce qu'elle permet, je ne suis pas un fanatique religieux, mais elle permet d'encadrer une jeunesse en particulier, parce que j'ai assisté à quelques rassemblements où j'ai vu 15 000 jeunes, des gens plutôt éclairés. Hein. Je me suis dit, oula, il y a une force alors il y en a qui disent embrigadement, il y en a d'autres qui disent de contrôle, etc. Mais en tout cas, cette fonction religieuse doit être comprise non pas seulement dans un débat philosophique, mais dans une réflexion sociétale plus large, et je pense que c'est très important. Et beaucoup plus ici qu'ailleurs. Mais justement, c'est très important de comprendre la nature du débat que ça va créer, parce que quand vous parlez de dimension sociale, de fonction sociale, c'est justement cela. Il s'agit de contenir ou de contrôler, qu'on le veuille ou non. Oui, la question, c'est oui, parce que une société qui a plus de la moitié de sa population au chômage, c'est une bombe à retardement. On le sait. Donc la religion joue ce rôle de contenance, de contenir, etc. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir on peut construire un projet de société sur cette base-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre aussi comme perspective? Ça pour la prochaine émission. Pour la prochaine émission. Mais c'est même pas le lieu de débat. Vous allez inviter Macaire pour parler avec ça. Parce que nous, très laïcs, on zappe. Vous zappez, mais vous avez tort parce que c'est un débat que les journalistes... Parce que chacun doit garder sa liberté d'appréciation de sa conscience. Non, mais c'est bien ce qu'on dit. L'entrepreneur religieux, on va discuter. Mais c'est bien ce qu'on dit. Chacun a sa liberté et puis finalement, la société, elle est où? La société, elle est quelque part, puisqu'elle sait organiser les manifestations qu'il faut pour empêcher que la société n'explose. Donc on n'est pas tant aussi libre qu'on le croit là à raconter aux gens que chacun fait ce qu'il veut. Juliette, passons au candidat. Parce que là, on va déraper sur la liberté. On ne dérape pas. C'est Gabriel qui était contre le fait qu'on parle de ce sujet. Ah oui, il savait que le débat... Il savait que ça allait prendre. On y a passé près de 10 minutes. Alors, n'est-ce pas? Voilà, on passe à Haïti. Vous avez envahi dans le gouvernement d'actualité, là, vous savez ça? On finit sur le... Mais on finit sur ça. On fait Haïti et on finit le On fait Haïti et puis on laisse plein de place à votre dada. Notre dada? Sujet chéri. Alors, l'entrepreneur religieux. Votre dada. Oui. Non, mais là, j'ai le doigt parce que je fais ça une fois avec vous. Après, je disparais. Donc, on va s'amuser encore plus la prochaine fois. Monsieur Emmanuel Granier reprendra sa place, etc. Bon, voilà. Donc, chers téléspectateurs, soyez voilà. Non, pas attentifs, mais un peu, comment on va dire ça? Intolérant? Non, il y a un autre mot pour dire ça. Passion, enfin, voilà, avec moi, voilà. Et puis avec, je vous ai dit, des vétérans, voilà, qui se passent le mot et qui sont très complices dans les sujets à éviter, et en sachant, Juliette, il faut quand même le dire aux téléspectateurs, que c'est vous qui faites le sommaire. Voilà, c'est pas nous. Non, je n'ai pas fait le sommaire. On m'a suggéré le sommaire. On a senti une patte particulière, mais bon. Non, j'ai ajouté une chose qui est tombée à l'eau, parce que je voulais qu'on parle d'Estobira et finalement... Bon, alors, on l'avait déjà alors Haïti. C'est parce que vous avez poussé un coup de gueule que le remaniement du gouvernement se trouve dans le sommaire. Oui, parce que c'est l'actualité. Voyez comment on tient compte de vos coups de gueule. Mais les gens ont besoin d'explications. Alors, allons passer à Haïti. Jules Cantave, président provisoire. Déjà, il faut expliquer qui est Jules Cantave. Voilà, alors allons-y. Bon, moi, j'ai une grande liste. Hein. Allez-y, expliquez. Alors, c'est le rôle du présentateur. Je vais vous présenter. Alors, laissez-moi vous le présenter. Et je vais vous le présenter parce que ça m'a beaucoup intéressé aussi. Alors, c'est le président de la Cour de cassation. Et ce que prévoit la Constitution haïtienne. Ce que prévoit la Constitution. Justement, c'est très étonnant parce que voilà, j'ai trouvé ça passionnant. Mais vous savez que c'est peut-être... C'est calqué, hein, à la fois sur la Constitution américaine et la Constitution française. C'est ça. Voilà. C'est pas une invention haïtienne. C'est pas un carnaval. C'est pas un carnaval. Non, c'est pas un carnaval. Non, parce qu'il existe, comme il l'a dit, mais on va détailler plus profondément,
tant dans la Constitution américaine que dans la Constitution française, en cas d'empêchement de ceux qui devraient venir suppléer l'absence du président de la République en exercice, il y a le président de la Cour de cassation qui est, en France, je dois être en... Sénat. Non. Alors, Sénat. En France, c'est un Sénat. 2 premiers ministres. 3 Assemblées nationales. Et 4 Cour de cassation. Aux États-Unis, il y a le président, il y a le vice-président 1. En 2, le secrétaire d'État, parce qu'on a le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, vous avez le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre du Trésor. Et ensuite, vous avez le président de la Chambre des représentants, parce que le président du Sénat, c'est le vice-président. Et ensuite, vous avez le président de la Cour suprême. D'accord. Et en Haïti, lui, vient en 3e position, c'est ça? Ça, c'est une élection. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale. Oui. Alors, on explique que c'est un comité en faveur du choix de M. Jules Cantave qui s'est prononcé pour sa nomination. Enfin, elle a été proposée comme président provisoire d'Haïti. Donc, il l'est déjà. Alors, cette pétition qui est apparemment assez nouvelle, enfin, cette forme de recrutement pour un président provisoire. C'est un appel à candidature. C'est assez voilà. Donc, oui, en fait, vous savez que tout ça, ça se décide quand même à Washington. Et que... La élite, c'est de l'Haïti. Ça se décide à Washington. Oui, ça se décide à Washington. Tout se décide à Washington. Je vais quand même vous raconter une toute petite anecdote sur l'élection très court, Michel Martelly. En fait, ça se passe dans un hôtel à New York. Il y a un Martiniquais qui est assis au bar et qui voit son ami Wycliffe Jean, qui était le chanteur des Fudgies et qui était candidat à l'époque, qui le voit rentrer encadré de 4 bonhommes en veste noire, lunettes noires, qui sortent d'une bagnole noire et qui rentrent dans un des salons. Et quelques minutes plus tard, il y a notre ami Michel Martelly qui est encadré à nouveau et l'ami martiniquais me raconte qu'il ne voit pas sortir Wycliffe Jean. Par contre, il voit Martelly ressortir et quelques jours plus tard, Martelly est candidat officiel et plus Wycliffe Jean. Et donc, il appelle son ami Wycliffe Jean et lui dit « Mais attends, je t'ai vu rentrer dans l'hôtel avec des mecs qui semblaient être du département d'État et tu n'es pas ressorti. » Il m'a dit « Mais comme j'étais plus candidat, on m'a fait ressortir par la petite porte. » de service. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant que Martelly ne s'en aille, il y a eu des émeutes. C'est quand même sous le coup d'émeutes qu'il s'en est allé, qu'on l'a forcé à partir. Ah ben non, son mandat est terminé. Mais essayons quand même d'être précis. Non, il prévoyait de se représenter. Non, il ne pouvait pas. Non, justement, essayons d'être précis et carré quand même. Il n'était pas candidat, il ne pouvait pas être candidat à sa réélection. Mais il avait prévu un candidat. Voilà, il avait un candidat pour prendre sa suite, qui était un membre du gouvernement. Et il se trouve qu'après le premier tour, les élections, le résultat du premier tour donne un chiffre tel que les opposants contestent le résultat parce que ça faisait que son candidat, qui était membre du gouvernement, était favori et était en position d'être élu au second tour face à un candidat de l'opposition. Les manifestations étaient telles qu'on a dû annuler et on a commencé par reporter le rendez-vous du second tour. On l'a reporté une première fois, une deuxième fois, on l'a reporté une sine die. Mais il se trouve que quand même, pour une fois, il n'y a pas de coup d'État aujourd'hui pour le point de vue militaire et qu'il y a une constitution et que la lettre de constitution fait que le mandat de Martelly arrive à échéance, quelle que soit la situation. Son mandat finissait dimanche. Donc, samedi, il a remis son mandat, c'est fini. Il a remis son mandat à l'Assemblée nationale, composée de la Chambre des députés et des représentants. Donc les deux présidents des deux chambres ont acté la fin de son mandat et décidé de nommer un président provisoire, sur proposition qui a été faite, président provisoire qui aura à charge d'organiser le second tour des élections présidentielles. Parce qu'Haïti devra avoir un président élu. C'est ça. On aura un président provisoire vitam aeternam. Oui, c'est une solution transitoire. Mais alors, comment est-ce que, puisque vous parlez c'était son successeur était celui qu'il avait choisi par lui. Mais ce monsieur Jules Cantave,
Il vient d'où? Il sort, en dehors d'être président de la Cour de cassation. C'est un magistrat. C'est un magistrat, mais oui, il va gérer les affaires courantes. Les affaires courantes. Ça risque d'être très court, un intérim très court. Oui, 120 jours. 120 jours. Ce qu'il faut dire, la situation politique en Haïti est un peu particulière. Le président Martelly n'avait pas de majorité au Parlement. Donc, il y a eu une espèce de cohabitation, assez mouvementée d'ailleurs, entre quelqu'un qui a été milag, grosso modo, parce que Martelly... Oui, on sait comment il était. Oui, il a été élu. Il n'était pas premier aux élections. Il n'est pas arrivé premier aux élections, au premier tour. Au second tour, il a été élu. Mais il était troisième au second tour, et très bizarrement, celui qui était au milieu a disparu. Bon, élection controversée, très clairement. Nouvelle élection controversée, tout simplement parce que les États-Unis ne veulent pas d'un président issu de l'opposition. Parce que l'opposition est majoritairement pro-Lavalas. Quand je dis l'opposition, c'est même pas l'opposition, c'est la majorité au Parlement. Elle est pro-Lavalas. Et les États-Unis disent, bon, si le Lavalas revient au pouvoir... Mais il n'y a pas un troisième acteur, le peuple n'est pas aussi acteur, n'a pas aussi son candidat. Oui, mais c'est le peuple qui fait les élections locales. Et les élections locales donnent la majorité à Lavalas. Hein. Ouais. Quand vous allez dans les mairies, quand vous allez dans les circonscriptions, la majorité des maires, la majorité des élus des collectivités sont Lavalas. Et Lavalas, c'est notre ami... Jean-Bertrand Aristide. Oui, Jean-Bertrand Aristide, les États-Unis ne veulent plus de lui. Mais c'est lui qu'on a expédié en Afrique du Sud. Voilà. Bon, alors, j'aime bien la façon dont il schématise les choses. On va quand même dire que Haïti est quand même un pays assez extraordinaire. Vous avez, bon, on ne va pas revenir sur tous les coups d'État, etc. Mais extraordinaire. Mais vous avez quand même, un pays qui a vécu sur une dictature assez sanguinaire et significative, la dictature du Valier, notamment avec le fils du Valier, Jean-Claude. Et voilà que ce dictateur, chassé par le peuple et chassé ensuite par les militaires, ce dictateur revient dans son pays et meurt dans son pays. Il meurt dans son pays au point qu'il a des partisans. Oui, mais il n'a pas eu beaucoup. Le peuple n'a pas tellement adhéré à ça. Attendez. Il y a eu des partisans. En tout cas, le peuple n'a pas été chopé pour le... On ne l'a pas chopé pour l'amener sous la potence. Mais le peuple n'a pas défilé non plus dans les rues à son enterrement. Il a eu des partisans. Oui, il avait des partisans. Aristide, qui a été élu à un moment très bien, qui a été chassé, qui est revenu, et qui a insisté un système où ça a explosé encore, et qui aujourd'hui on arrive à une situation de chaos total sur le plan politique, voire sur le plan économique. Aristide est revenu dans son pays, et Aristide, lui, est toujours là. Ouais. Dans quel pays au monde voyez-vous des anciens chassés par le peuple revenir s'installer et voir mourir tranquillement dans leur pays? Hissène Habré au Tchad, là, il y a une réquisitoire du tribunal africain pour la perpétuité. Hissène Habré ne reviendra pas au Tchad. On va passer... Tunisie, etc. Donc Haïti, comme extraordinaire, ceci étant, il est temps que ce pays élise un président de manière normale. De manière normale, voilà. Alors, il y a ce très beau texte de Lionel Trouillot, peut-être que vous avez lu. Pas lu. Oui. Vous ne l'avez pas lu? Je l'ai lu. C'est un article qui a été publié en Haïti, nous n'avons pas la dans... maîtrise de notre pays. Pour parler dans Libération. Dans Libération. Dans Libération. Mais c'est très intéressant. Je crois que ça a alimenté aussi un petit peu la ferveur du peuple. La grogne populaire contre lui. Alors, contre voilà, les manigances qu'il y avait et qui ont retardé le second tour au point que maintenant c'est repoussé, comme vous disiez, sine die. Alors, est-ce qu'on parle vite fait, parce que la lumière clignote. J'en étais sûr. Est-ce qu'on parle vite fait du remaniement ministériel? Mais, vite fait allez-y. Bon. Lancez-vous. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a... le seul bouleversement, c'est qu'il y a un fait notable, c'est le retour de Jean-Marc Ayrault au ministère des Affaires étrangères en remplacement de Laurent Fabius. C'est la première fois depuis 1962 qu'un ancien Premier ministre revient au gouvernement sous la même mandature du président. Michel Debré était Premier ministre de Général de Gaulle, de 1958 à 1962. 1962, c'est Georges Pompidou qui est nommé, et Michel Debré est nommé ministre des Affaires étrangères. C'est la première fois depuis 1962 qu'il y a un Premier ministre qui était parti et qui revient et qui se retrouve être le numéro 2 du gouvernement de son successeur. Bon, ça c'est le premier. C'est un tour de force politique. Un tour de force politique, mais en même temps, compte tenu des dossiers et compte tenu de la façon dont le Fabius a mis
la diplomatie française, on ne pouvait pas nommer, j'allais dire entre guillemets, un amateur. Oui, Hollande dit ça prendrait trop de temps de former quelqu'un, un nouveau la diplomatie. Donc il a pris Jean-Marc Ayrault. Il y a une année des élections. Il vaut mieux quand même verrouiller quelques dossiers et partir. Okay. Deuxième chose, au niveau outre-mer, si la ministre Georges Paul-Langevin garde son poste, on va s'apercevoir qu'à l'arrivée de la députée de La Réunion, Erika Baretz, qui rentre comme secrétaire d'État chargée de l'égalité de Royal. Oui, Erika Baretz. Elle y est, ça y est. Elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité de Royal. Il n'y a jamais eu de candidat de La Réunion. Okay. C'est la deuxième première réunionnaise de souche, dirons-nous, depuis Mathusalem. Sinon, c'est la deuxième depuis Margie Sudre, qui avait été ministre de la francophonie sous le gouvernement. Toujours pas de Martinique. Mais c'est pas un problème. Pour moi, ça ne me dérange pas pour le moment, parce qu'on sait on sera rappelé le dernier, c'est même pas la peine. Dans une autre émission, là-dessus. Mais ceci étant, l'outre-mer représenté, Réunion, Guadeloupe, mais il y a deux Saint-Pierre Miquelonaises. Eh oui, Annick Girardin, qui, elle, se retrouve, je recherche son poste, Annick Girardin, elle retrouve ministre. Elle redevient ministre. Elle redevient ministre. Et il y a Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État. Elle est ministre de quoi, en fait? Girardin, je suis en train de chercher justement. Mais elle doit être de la francophonie, non? Ça doit être fonction publique. Fonction publique. Ministre de la fonction publique. Okay. Et Axel Lemaire, qui est également de Saint-Pierre-et-Miquelon, reste secrétaire d'État chargé du numérique. Donc deux Saint-Pierre-et-Miquelon, deux petits îlots perdus au fin fond du Nord, là. Voilà. C'est intéressant à analyser. Pas de Martiniquais, mais deux Saint-Pierre. Okay. Pas besoin de Martiniquais. Vous voulez qu'on rappelle Dany Martiniquais qui était membre du gouvernement? Je crois qu'il y a beaucoup qui vont entrer sous la table. On aurait chocoser. Non, alors qu'est-ce que Eddie veut dire sur ça, ce remaniement? Valse-toi. Il est là depuis peu de temps, non? Ça fait déjà on en est au troisième. 2014. On en est au troisième. Oui. Au troisième, ça indique quoi? Ça signifie non, c'est le. En fait, on dit. C'est pas le 3. C'est pas le 3. C'est le 2. C'est le 2. C'est le 2. Mais c'est un remaniement, c'est pas un changement de gouvernement. Oui, c'est un remaniement, je sais, oui, depuis lui. Et comme il y a 6, c'est nouveau, donc ça fait du poids, on dit 3. Non, ça c'est le signe d'une volonté de tentative d'élargissement de la base électorale avec l'entrée des Verts. Les Verts, mais bon, en masse. Oui, il y en a 3. C'est un gouvernement de préparation, de guerre, quoi, de préparation électorale. Et Taubira a déstabilisé quelque chose en partant comme ça un peu à l'imprévu? Non. Je pense que Taubira a avalé beaucoup de couleuvres. On dit que Hollande était surpris de son départ. Non. Elle a avalé beaucoup de couleuvres. Et... Qui a dit ça? C'est écrit dans les commentaires. Oh, il y avait beaucoup de commentaires. Hein. Non. Tout le monde commente maintenant. Non, mais Taubira, je pense que c'était... Bon. C'était le bon moment et comme il fallait. Exactement. Oui, d'accord. Donc elle est partie dignement. Vous entendez la petite musique de fond qui nous enlève mal la parole. Alors, chers amis, voilà, c'est déjà fini. J'ai toujours dit, c'est déjà fini. Vous avez vu comme ils étaient performants. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à les écouter et que moi, je n'ai pas été trop godiche. Alors, à bientôt avec Monsieur Granier la prochaine fois. Au revoir.